Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la deuxième étape du Tour du Pays Basque. On va revenir également rapidement sur la première étape du Région Pays de la Loire Tour. On va faire d'une pierre deux coups. Je rappelle qu'il y aura un débrief spécial pour le Région Pays de la Loire Tour. On reviendra sur un éclairage global de cette épreuve. Du côté du Tour du Pays Basque, on va revenir sur cette étape numéro 2, top flop comme d'habitude, et puis on fera la présentation de l'étape de demain également sur ce Tour du Pays Basque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche également. Ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne également. Vous pouvez également mettre toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Vous pouvez, et si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, soutenir la chaîne avec un super thanks. Et puis, et je remercie les gens qui le font, vraiment. C'est très important. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, Spotify, Deezer, Google, Amazon. Et puis, du côté de TikTok, pardon, avec le débrief rapide de l'étape aux alentours de 18h, on va dire, vu que les étapes arrivent plutôt à 17h30, le temps que ça upload et le temps que ça soit mis en ligne par TikTok, parce qu'en ce moment, ça met pas mal de temps. Enfin, sur mes vidéos, il y a un délai hyper long entre l'upload et le temps de mise en ligne. On commence tout de suite avec cette étape du Tour du Pays Basque, étape qui a été assez calme pendant une grande partie de la journée, pas beaucoup d'animation, on a eu une échappée, voilà, un peu comme hier, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu énormément d'avance. Et puis ensuite, c'est la fin de journée qui était assez nerveuse, avec une incompréhension pour ma part, cette arrivée en descente, super technique. Je comprends pas l'intérêt, surtout qu'on pouvait faire vraiment autrement. C'est-à-dire que à 50 bornes de l'arrivée, on passe par ce col, déjà cette difficulté, mais on prend l'autre versant, c'est-à-dire on prend le versant qui sera utilisé lors de la descente dans le final. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment faire autrement et avoir une étape beaucoup plus intéressante dans le final, parce qu'au final, cette arrivée en descente, bon, tout le monde a cru que ça serait vraiment une horreur. Je crois que tout le monde était d'accord là-dessus. Il semblerait qu'il n'y a pas eu de gros chutes. Par contre, il y a des écarts. Et je reparlerai notamment des écarts dans le final. Mais c'était super. Enfin, c'était une arrivée en descente comme ça avec seulement 500 mètres. En plus, dans les 500 mètres, il y avait un rond-point. C'était vraiment catastrophique, je trouve, en termes d'organisation. Tous les coureurs l'ont dit. Je ne comprends pas comment l'UCI peut encore approuver ce type d'arrivée. Il y a un moment, je ne sais pas ce qu'ils attendent à l'UCI. Je pense qu'ils attendent des morts, vraiment. Parce que, bon, même déjà la région Pays de la Loire Tour, on y reviendra dans quelques secondes, c'était aussi beaucoup trop technique, le circuit final. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu une habitude. Parce que déjà, le circuit de la Sarthe d'année dernière, c'était du n'importe quoi. Mais là, en plus, ce Tour du Pays Basque, alors il y a parfois des arrivées techniques. Mais le type d'arrivée comme on a vu sur les deux premières étapes là, vraiment bordel, ça arrive pas souvent quand même sur le Tour du Pays Basque. Et là, arriver au pied d'une descente, alors qu'on sait très bien que la montée ne fera pas de sélection parce qu'il y avait 3% de montée, c'est du grand n'importe quoi. Et heureusement, il n'y a pas des coureurs qui ont pris trop de risques dans la descente. Donc on n'a pas eu de grosses chutes, semblerait-il, dans cette descente. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais par contre, ça rend un final inintéressant parce qu'on n'a pas eu de sprint. C'est-à-dire que Hidej Keling, il fait son petit effort à un moment, mais il n'y a quasiment pas eu de sprint. C'est-à-dire vous prenez au pied de à la fin de la descente, le top 5, vous prenez le top 5 à l'arrivée, c'est quasiment le même. Donc je vois pas l'intérêt, on n'a pas eu un sprint massif. Donc là, je vais pas avoir grand chose à dire vraiment sur le sprint. Donc je trouve vraiment pas ça intéressant en plus et hyper dangereux et je comprends pas comment l'UCI peut autoriser ce genre de choses. On fait le petit débrief du Région Pays de la Loire Tour. Je crois que je l'ai dans le bon ordre. Oui, je l'ai dans le bon ordre. Eh bien, ça a été aussi chaotique dans le final. C'est-à-dire que c'est un circuit autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, vous savez ma passion pour la Vendée. À chaque fois qu'il y a une course où le Tour de France passe en Vendée, il y a toujours des chutes parce que c'est l'un des départements où il y a le plus vraiment d'aménagement urbain à la con en plus. Vraiment, il y a des terre-pleins centraux partout. Enfin, et voilà, c'est un enfer. Vraiment, et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où on est quand même dans une zone touristique,
C'était pas l'idée du siècle pour faire une arrivée, vraiment. Je pense que c'était pas la bonne commune. C'est le type de commune où il y a des virages de partout, où vous avez des aménagements routiers de partout. Et le circuit final, c'était le bordel. C'était le bordel. Et en plus, on fait un circuit. Là, c'est encore. L'autre, t'as envie de dire, il n'y avait qu'un seul passage. Là, on fait un circuit complet en plus. Du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était mais un enfer. Et le final, on a des chutes, mais je le sentais venir à 3 bornes. Et. C'est bien de vouloir faire des courses, de vouloir faire grandir des courses, mais ça serait bien de vouloir faire grandir également l'organisation des courses. Là, il semblerait que Pierre Rolland et Christophe Riblon aient demandé aux organisateurs de modifier une zone de l'arrivée. Les consultants sont obligés de demander des choses pour éviter des catastrophes, pour éviter que ça fasse un goulet d'étranglement. Et c'était le bordel, vous aviez des rétrécissements de partout. Enfin voilà, il y a un moment, bon, les coureurs... parfois prennent des risques, hein, je le veux bien, mais en même temps, les aménagements routiers, là, il fallait vraiment prévoir qu'il allait y avoir autant d'aménagements routiers. Et si vous n'avez pas les capacités d'organisation pour faire avec tous ces aménagements routiers-là, eh ben, vous n'allez pas dans ces communes-là. Je l'avais dit l'année dernière sur le Tour de la Provence, où il y a 2 ans sur le Tour de la Provence, où il y avait eu des arrivées catastrophiques, notamment avec des couloirs de bus. Et là, c'est la même chose. Si vous n'avez pas les moyens de sécuriser des parcours aussi techniques, ne le faites pas. Et je ne suis pas sûr que ça soit un intérêt pour les spectateurs de voir 40 chutes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt également pour les cyclistes professionnels qui aient 40 chutes à la seconde. Donc voilà, mais j'espère qu'un jour, du côté du CI, on va y réfléchir. Donc dans ce conchuté, il y a eu Nasser Boigny. Lui, en plus, le karma, quand ça veut pas. On va dire ça comme ça. Et puis il y a eu également beaucoup de coureurs qui ont été ralentis, désorganisés. Je pense notamment à Arnaud Démare. Bon, ils se perdent complètement du côté de la Groupama, mais la chute elle est provoquée quand ils essayent de remonter sur le côté. C'était chaud à ce moment-là. Et puis les 500 derniers mètres étaient hyper techniques, et c'est vrai que Brian Cocard, un petit peu comme hier, avec Ethan Etter sur le Tour du Pays Basque qui peut dire merci à son équipier qui a fait une grande partie du travail. Et bien là c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est Chimolai qui fait 80% du boulot, et de toute façon Brian Cocard l'a dit, lui il avait plus grand chose à faire parce qu'il a été lancé parfaitement bien. Il s'impose devant Vandenberg, Penalver, le sprinter de la Burgos qui est toujours très bon, et puis Arnaud Démare et Rick Pluimers du côté de la Tudor sur cette étape numéro 1 demain, parcours qui arrivera du côté du Lyon-d'Angers. On espère que ça sera un peu moins technique sur cette étape numéro 2. Eh bien, on a fait le petit point sur le région Pays de la Loire Tour. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le premier, c'est David Gaudu, le français de la Groupama FDJ. Il a fait du bon boulot, David Gaudu, avec cette 3e place. Bon voilà, il a bien géré la descente, même s'il fait partie de ceux qui ont critiqué cette arrivée, et à juste titre. Et puis, avec ses 4 secondes de bonification, il se retrouve le premier véritable grimpeur au classement général, c'est-à-dire qu'il est juste derrière Deschkeling et Sobrero. Voilà, il est devant Landa, devant Vingegaard. Alors vous allez me dire, devant un Rambourou, c'est pas grand-chose. Oui, mais il a déjà 4-5 secondes d'avance sur ses adversaires. Et ça, c'est important parce que autant vous dire que ce Tour du Pays Basque va certainement se jouer à pas grand chose, je pense, surtout le top 10, peut-être la victoire, il y a quelqu'un qui arrivera à être au-dessus du lot, mais le top 10 va être vraiment très serré, et donc être comme ça très proche, c'est très important, et prendre des bonifications quand on peut prendre des bonifications, c'est une bonne idée, et donc c'est bien ce qu'a fait David Gaudu. Voilà, belle performance de David Gaudu avec cette bonification, puis ça montre qu'il est en jambes, ça montre qu'il est performant. On rappelle, il était déjà très performant du côté de Paris-Nice. Pogacar était au-dessus, mais lui il était juste derrière. Et là, il semble en forme également sur ce Tour du Pays Basque. La jambe tourne bien pour le coureur français avec une belle performance. Et on rappelle, il arrive en plus plutôt frais sur ce Tour du Pays Basque. 14 jours de course pour le moment dans les pads, donc c'est vraiment bien. Et puis ensuite, il aura l'objectif du triptyque ardennais, Amstel, Flèche, Liège. Ça sera la semaine d'après. Donc ça va être intéressant de voir
comment va se comporter David Gaudu. Mais vraiment, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour le coureur français. Il fait vraiment une très très bonne saison 2023. Et sur ce Tour du Pays Basque, il a une belle troisième place, là aussi, pour sa formation. Et ils ont bien géré, hein, parce que je regardais Quentin Paché est 13e. Donc voilà, ils en ont, enfin 13e du général. Et il était également 12e de l'étape. Voilà. Donc ils ont plutôt bien géré du côté de la Groupama. Voilà, ils ont fait une belle journée à l'avant, donc c'est plutôt une satisfaction. Et puis David Gaudu, bah oui, il confirme un petit peu ce qu'il avait montré ces derniers jours. Et quand on sait qu'en plus il est pas bon au sprint, hein, David Gaudu, et bah ça montre. Alors certes, c'était une arrivée atypique encore une fois, mais il aurait pu se faire dépasser par Aramburu, par McNulty, mais ça montre qu'il a déjà bien qu'il a bien géré ses trajectoires dans le final, qu'il a bien frotté dans la descente également. Et puis, bah, qu'il a quand même un petit peu de punch, peut-être un peu plus que l'année dernière. On poursuit avec Ideskelling. Eh bien, enfin la victoire. Il tournait autour depuis maintenant une dizaine de jours, hein, déjà sur le Tour du Pays Basque. Il avait été sur le Tour de Catalogne, pardon, il avait été bon, mais du côté de la Bora, on n'était pas bien organisé. Sur le Tour de Man, il avait pris également une troisième place, 8e de la Muscat Classique. Enfin voilà, il tournait autour et je regardais, c'est seulement sa deuxième victoire chez les professionnels à 25 ans. En 2021, il avait remporté le gros surprise plutôt des Cantons Arargo, qui est une course suisse où il avait battu Rui Costa, qui était quand même pas mal, et Esteban Chavez ce jour-là dans un sprint à 3. C'était au mois de juin 2021. Et donc là, il confirme que c'est un bon puncher qui a surtout des qualités, des bonnes pointes de vitesse, des belles qualités de puissance également, Ideskelling. Et puis il est en confiance, encore une fois, il tournait autour sur le Tour de Catalogne, il avait été vraiment bon, donc c'est plutôt rassurant sur ses jambes, et c'est un coureur sur lequel il faudra compter sur l'Amstel, parce que c'est le type de profil qui peut être très très bon vraiment sur l'Amstel Gold Race. Et puis ça veut dire qu'il confirme quand même un petit peu, parce que coureur qui est passé 3 ans c'est chez SEG Racing Academy. On sait que c'était cette fameuse formation qui était gérée par des agents de coureurs, et qui permettait vraiment à des jeunes coureurs de vraiment montrer ce qu'ils savaient faire. Lui en plus, c'était une belle année, parce qu'il y avait Caden Groves, il y avait Jordi Meus, Barnabas Pic, il y avait également Dan Houle, Arensman, Dainese, qui était dans cette formation, donc l'année où il est passé, donc Jordi Meus également. Donc c'était plutôt une belle année. C'est peut-être même la dernière année de SEG. Non, ils étaient encore là en 2021, SEG, mais voilà, c'est une formation qui a formé énormément de jeunes coureurs. Et lui, il en a bien profité de ce côté-là. Donc voilà, belle performance. Aussi, enfin, de Ideskelling, et donc qui montre, qui confirme un petit peu toutes les promesses qu'on avait vues en lui, que certains avaient vues en lui. Et voilà, les résultats commencent à arriver. L'année dernière, je vois, il y a pas mal de bons résultats en 2021. Mais oui, il n'avait pas fait une grande saison 2022. Beaucoup d'abandons, notamment sur les Ardennaises. Je crois qu'il était dans l'échappée, notamment sur l'Amstel. 13e de la Primus Classique comme meilleur résultat l'année dernière. Donc ouais, c'était pas folichon pour Ideskelling. Donc il se retrouve un petit peu au top. Et puis je termine avec Landa. Je parlais de Gaudu. Landa, c'est bien aussi, hein, de prendre des bonifications. Il fallait oser de la part de Landa. Partir à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, tenter ce coup, de tenter de revenir sur les coureurs échappés, et puis de voir ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Et puis je trouve qu'en plus il a respecté la course, parce qu'il aurait pu se relever après, et il a quand même continué sur un bon rythme. Donc j'ai bien aimé l'attitude de Landa. Alors certains vont dire oui, il va perdre du temps ensuite. Il va peut-être perdre du temps sur le reste de la semaine.
Je sais pas, mais moi je trouve qu'il a fait vraiment une belle course aujourd'hui. Il fallait tenter le coup. Voilà, ça a été une belle performance de la part de Landa. En plus, c'est vrai qu'ils avaient pas, ils ont eu un abandon de marque hein, enfin hier, pardon, avec l'abandon de Bilbao, qui aurait pu être performant sur ce type de parcours. Mais voilà, belle perf également de Landa avec ses secondes de bonification. Il finit quand même, que je le retrouve 19e de l'étape. Donc voilà, 3 secondes de bonification, il est juste derrière Godus. C'est plutôt une belle journée pour le coureur de la Bahrain Victorious. On espère qu'il va poursuivre en forme parce que c'est vrai que Landa, c'est un coureur qui est sympathique. Il tente souvent des choses. Bon, après, des fois, ça réussit pas toujours, mais au moins, c'est un coureur quand même qui tente de temps en temps, voilà, qui est toujours placé hein, dans les top 10 hein, des classements des courses d'une semaine. C'est un coureur qui est quand même plutôt régulier, même si parfois il a des coups de mou. Mais c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Et puis il sera également sur la flèche, et Liège-Bastogne-Liège. Et puis objectif Tour de France cette année pour Landa. Il défendra pas, enfin il n'ira pas sur le Tour d'Italie. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne de cette journée, eh bien, je commence avec Enric Mas. Enric Mas, il fait partie des coureurs qui ont perdu du temps. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Il perd 11 secondes, Enric Mas, sur l'étape du jour. Ce qui fait qu'il se retrouve déjà une vingtaine de secondes en fait au général. C'est-à-dire à 15 secondes également d'un David Gaudu pour le moment. Alors on va me dire, c'est pas tant que ça reste un Tour du Pays Basque, oui, mais c'est pas un bon début. Et de toute manière, on l'a senti parce que Aramburu, je pense qu'on lui a dit dans l'oreillette, arrête de rouler comme un dératé. Au départ, Aramburu, il faisait vraiment la descente. Il avait pris 4-5 mètres d'avance sur le groupe de poursuivants, enfin sur le gros peloton. Et je pense qu'on a dû lui dire à un moment, arrête, parce que Mas, il n'arrive pas à suivre, il n'est pas dans la roue. Et c'est dommage parce que bon, ils ne sont pas très bien coordonnés, mais Enric Mas n'était pas forcément très bien positionné aussi. Et puis dans la descente, bah oui, mais une course ça peut se gagner également dans les descentes, même si aujourd'hui c'est une étape qui était très compliquée. C'est dommage pour Enric Mas, voilà, parce qu'il finit dans ce deuxième peloton, et puis il finit pas parmi les premiers du deuxième peloton, il finit au-delà de la 10e place de ce deuxième peloton, donc ça montre qu'il n'a pas été à l'aise. Et sur le Tour du Pays Basque, faut être performant dans les descentes, mais j'ai envie de dire que Enric Mas, l'année dernière, il s'était pris une énorme cabriole, je crois me rappeler, sur le Tour du Pays Basque, du côté de la Movistar. Ils avaient tenté un coup en sortant dans la descente, je crois me rappeler, ça n'avait pas fonctionné dans la dernière étape. Donc voilà, du côté d'Enric Mas, pas une très très bonne journée enfin pas une très bonne journée, c'est pas top au niveau comptable pour le coureur espagnol. Voilà, maintenant il va falloir cravacher, et sauf qu'il y a du beau monde, il va falloir également essayer de chercher des bonifications, peut-être dès demain, mais ça va pas être si facile que ça d'aller prendre des bonifications pour le coureur espagnol. On poursuit avec Skiel Moseux. Bah ouais, je m'attendais à mieux aujourd'hui de Skiel Moseux. Je me disais, tiens, si ça se détache un peu au sommet, Skiel Moseux, on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Bon, il fait 11e, c'est pas une catastrophe non plus. Mais vu ce qu'il avait montré hier, où il avait quand même travaillé un petit peu pour Aberasturi, je me disais aujourd'hui, je pense qu'Aberasturi va pas passer les différentes bosses au milieu du parcours. Skiel Moseux, ça peut être vraiment une belle opportunité pour la Trek Segafredo pour aller chercher un bon résultat. Bon, dommage pour le coureur danois, ça n'a pas vraiment fait. Et j'ai envie de dire que on s'aperçoit quand même que Skiel Moseux, il a été performant cette année sur des courses, je ne vais pas dire de deuxième division, mais un petit peu quand même. Il fait deuxième de l'Étoile de Bessèges et il fait cinquième du Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Dans le top 10 également de la Faune et de l'Ardèche et de la Drôme classique. Par contre, on s'aperçoit que sur des courses peut-être d'un niveau World Tour, c'est encore peut-être un peu trop léger. Skiel Moseux, à part une 8e place et c'était le contre-la-montre par équipe à Dampierre-en-Burly, il lui en manque encore un petit peu aux coureurs danois, et ça serait bien peut-être de muscler un petit peu son jeu sur ce type de course, parce que il est jeune encore Skiel Moseux, mais c'est vrai que cette année on attend qu'il passe un cap. L'année dernière il s'est montré, notamment sur le Tour du Luxembourg, notamment aussi sur le Tour de l'Ain où il prend la 2e place, mais là on l'attend quand même à un niveau au-dessus maintenant Skiel Moseux, et notamment
sur les courses World Tour. On attend qu'il se place, qu'il fasse des résultats sur les courses World Tour. Alors, il est toujours placé au régional, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il, pourquoi pas, il puisse prendre des bonifications. Bon, bah, la descente a été trop compliquée pour lui, mais peut-être que pour éviter ces soucis-là, la Trek aurait dû rouler au sommet de la bosse pour tenter de le placer idéalement pour la descente. Mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément la meilleure équipe du plateau. Et puis, un Juan Pedro Lopez est encore en phase de reprise. Et puis Tony Galopin, bah, il a plus les jambes de ses 25 ans non plus. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour le coureur français. Et puis je termine avec Ineos. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec Ineos, je ne sais pas si c'est un bug, mais j'ai pas l'impression de Pro Cycling Stats. Non, c'est confirmé. Et bah il y a seulement Omar Fraile qui a fini dans les bons chronos. C'est quand même con quand on roule toute la journée pour faire un bon résultat. Notamment on sacrifie Ethan Etter qui aurait pu pourquoi pas aujourd'hui faire un top 5. On sacrifie des coureurs qui auraient pu faire des bons résultats et que au final Martinez il perd 30 secondes, c'est celui qui perd le plus du côté des leaders, et Bernal il finit à 12 minutes 57. C'est c'est inquiétant pour Bernal, c'est-à-dire on se faisait pas encore d'illusions, mais lui, il était plein de bonne motivation au départ dans ses interviews. Je sais pas s'il a pris conscience de la situation dans laquelle il était encore, Egan Bernal, s'il a pris conscience de je suis pas au top de ma forme et que le retour au niveau, déjà, est-ce qu'il est possible, mais de toute manière va prendre du temps. Et du côté de Bernal, là encore aujourd'hui, 12 minutes 57 de concédé. On n'est pas sur une grosse étape de montagne, on est sur une étape de moyenne montagne, 3261 mètres de dénivelé positif, mais pas avec des gros pourcentages sur cette étape. Donc finir à 12 minutes 57, alors que la dernière montée était quand même pas très pentue, c'est pas très rassurant pour Egan Bernal. Et puis pour Martinez, début de saison pas folichon du coureur colombien par rapport à l'année dernière. Voilà, encore 30 secondes de perdu, et ce qui fait que ton leader maintenant c'est Omar Fraile. Sauf que Omar Fraile, peut-être que sur certaines étapes ça va être un peu compliqué pour lui. Donc vraiment pas une bonne journée pour Ineos, mais il les enchaîne un petit peu en ce mois de mars. En cette fin de mois de mars et en ce début de mois d'avril, les mauvaises journées du côté d'Ineos, où on a du mal à avoir des très bons résultats. Alors certes, il y a eu Pidcock sur le Tour des Flandres, mais c'est quand même pas foufou collectivement, je trouve, Ineos depuis quelques temps. Et là, en plus, tu as des coureurs qui font pas un très bon résultat. C'est pas excellent pour l'équipe. Eh bien, on passe tout de suite à la présentation de l'étape numéro 3. Troisième étape du Tour de ce pays. Troisième étape du Tour du Pays Basque entre Errenteria et Amasa Villabonaika, une étape qui va être beaucoup plus musclée, beaucoup plus courte également, 155 km. C'est l'étape la plus courte sur ces 3 premières journées, 155 km qui vont être bien agrémentées de multiples difficultés. En fait, on va rester à peu près dans la même région sur la deuxième partie de course. On va rester autour de Amasa Villabona et il va se passer énormément de choses. Le parcours final est très difficile, très musclé. Il va pas falloir être dans un jour sans dans cette étape numéro 3, même si les montées seront très courtes. Début de journée, donc on part de Errenteria, on est je crois le long de la mer, je crois me rappeler une carte, et au bout d'une cinquantaine de kilomètres, première difficulté au classement de la montagne, c'est la côte de Meagas, 3 km à 4% de moyenne, on est au kilomètre 57.5, c'est-à-dire qu'on est déjà à moins de 100 km de l'arrivée, cette côte de Meagas tout de suite, c'est pas extrêmement difficile, 500 mètres à 7,6%. Et puis ensuite, c'est très roulant sur la suite du parcours, voire quasiment plat au sommet. On poursuit ensuite quasiment 20 km après avec la côte de Andazarate. Une côte qui fait 5 km 6 à 4,4 de moyenne, côte de 3e catégorie. De toute façon, sur la journée, on n'aura que des côtes de 3e catégorie. Andazarate, là encore, il y a un passage à 6,6%. Et puis ensuite, c'est 5%. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué. J'ai pas l'impression là sur le profil que j'ai qu'il y ait des pentes assez irrégulières sur cette montée, qu'on ait vraiment un mur à un endroit avec un replat derrière. Donc c'est une côte qui devrait se passer plutôt tranquillement. On sera à 80 km de l'arrivée à ce moment-là. Et puis c'est vraiment après cette côte de Andazarate que ça va quand même pas mal s'enchaîner
après le sprint intermédiaire à Villabona qui sera à 60 km de l'arrivée quasiment à mi-journée. On aura le premier passage du côté de Alzo. Ça sera au kilomètre 106.5, c'est-à-dire à moins de 50 km de l'arrivée, 1 km 3 à 8% de moyenne, ce premier passage dans l'Alzo, avec 500 mètres à 10%, puis un nouveau 500 mètres à 8%, et puis ensuite 4,5%. Donc voilà, un petit mur du côté de Alzo. Et puis ensuite une nouvelle difficulté au kilomètre 118, la côte de Orandain, 2 km 8 à 7,1 de moyenne, côte de 3e catégorie. Là encore, hein, là c'est irrégulier comme vous pouvez le voir. Là, on le voit bien au niveau de la carte, un passage à 8,6, un passage à 7%. Là encore, c'est un deuxième petit mur qu'il faudra franchir dans cette étape. Et puis ensuite, on a le deuxième passage du côté de Alzo. Hop là, c'est là le deuxième passage, 1 km 7 à 6,8 de moyenne. Donc là, vous voyez, c'est pas simple sur cette... oui, parce que j'ai confondu. Voilà, Lorandain, c'est cette côte-là. Je vous ai montré la côte de l'Alzo tout à l'heure. Lorandain, c'est 2 km 8 à 7,2. Voilà, vous voyez, donc c'est un gros mur, là, 2 km. Et donc l'Alzo, deuxième passage, c'est irrégulier, mais c'est quand même un peu moins dur que lors du premier passage. Et donc ensuite, on a un enchaînement de petites bosses sur les 15-20 derniers kilomètres. Et ça se termine avec une bosse à l'arrivée. Comme vous pouvez le voir, avec ce dernier kilomètre qui est entièrement en bosse, avec 9,4% et un passage max à 26% dans le final. Donc ça va être très musclé dans cette étape numéro 3. On devrait avoir des écarts dans cette journée de course, cette troisième journée de course. Eh bien, on fera le débrief de cette étape demain, 21h sur YouTube, 17h30, 17h, entre 17h30, on va dire plutôt 18h pour le débrief sur TikTok. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!